Bonjour à tous. Bienvenue aux 3e rencontres du CFPD 85 en collaboration avec le groupe Santé Sexuelle auprès des jeunes en Vendée. Ce groupe est constitué en collaboration avec l'association Aurélie, l'association RAPAV 85, le CRIAFS, le CIDFF, l'association Contact, l'association Le Refuge, les CPEF de Vendée, l'inspection académique, l'IREPS, la Maison des adolescents, SOS Femmes Vendée, ainsi que des sexologues et psychologues. L'intitulé de cette journée est « Promouvoir une sexualité positive et respectueuse en tant qu'intervenant auprès des jeunes, enfants, ados et jeunes adultes. Quels enjeux ?» Je tiens à remercier l'ARS, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, le Centre hospitalier départemental de la Vendée, toutes les personnes au CFPD 85 qui nous ont aidés à élaborer cette journée, à la technique Monsieur Alves et son assistante, ainsi que toutes les personnes derrière leur écran qui vont nous suivre aujourd'hui. Ces personnes se situent en Vendée, dans les Pays de la Loire et même bien plus loin en France, puisque nous sommes en streaming et que nous avons des contacts qui viennent de toutes les régions de France. Nous vous avons concocté une conférence ce matin, ainsi que 2 autres conférences cet après-midi. Toutes ces conférences pourront être revues sur la chaîne YouTube du CHD Vendée à partir de lundi prochain, lundi 30 novembre. Donc nous allons commencer par l'intervention de Monsieur Sébastien Landry, donc, qui nous présente une conférence sur le thème « La sexualité chez les jeunes, influence de la pornographie et manque d'éducation à la sexualité ». Donc, M. Sébastien Landry est psychosexologue, sexothérapeute et intervenant auprès de la Ligue contre le cancer. Merci, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc moi je vais vous faire un petit topo sur la sexualité chez les jeunes. Alors j'ai axé vraiment ma présentation sur la pornographie, comment elle peut impacter sur la sexualité des plus jeunes et puis même des moins jeunes aussi, hein, parce que forcément c'est quelque chose qui est consommé par beaucoup de personnes. Et puis aussi sur ce manque du coup d'éducation à la sexualité, et c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'il y a une si grande consommation des vidéos pornographiques. On devrait se dire par rapport à l'époque à laquelle on vit que la sexualité devrait avoir le vent en poupe, comme on peut dire, c'est-à-dire qu'on a quand même la sexualité qui n'est plus forcément obligatoire d'attendre d'être marié, c'est-à-dire qu'on a quand même ces visions de la société qui ont évolué, ces images par rapport à la sexualité, où on n'attend plus forcément le mariage pour avoir des rapports sexuels. On a un accès à la contraception chez les femmes, c'est-à-dire une liberté quand même de la femme dans la sexualité. Les applications, alors là j'en ai mis que 2, hein, quelques-unes, mais il y en a énormément, des applications pour rencontrer, que ce soit quelqu'un sur du long terme ou simplement pour des relations sexuelles. Donc on a quand même la facilité de nos jours à rencontrer du monde. On voit de plus en plus de pratiques, ce qu'on appelle BDSM, hein, bondage, discipline, sadomasochisme, qui s'affichent de plus en plus facilement au cinéma, dans des séries, à la télévision, des fois à des heures même en début de soirée, c'est-à-dire pas forcément des choses qui vont être plus tardives le soir. Donc la sexualité est un petit peu partout. Hein, on voit même pas, pour vendre par exemple un parfum, vous allez avoir des personnes qui sont nues pour vendre le parfum. Enfin, on montre beaucoup de sexualité selon des degrés, mais à la télévision, dans les médias, on en parle beaucoup. Alors pourquoi, si on a déjà de la sexualité qui est si présente, donc les jeunes y ont accès très vite, et qu'on a, par exemple tout ce qui va être de l'ordre des sextos, de la sexualité virtuelle, parce que ça aussi, la cybersexualité se développe de plus en plus. Hein, on envoie facilement des images dénudées, des vidéos, on interagit sexuellement par des rapports sexuels à base de masturbation à travers les écrans. Donc on se dit que la sexualité, ça devrait exploser. Au cours des dernières vingtaines d'années, on se rend compte qu'il y a une diversification des pratiques qui interpelle également.
C'est-à-dire, on voit à travers des enquêtes qui ont été faites qu'on va avoir des rapports quand même vaginaux, heureusement. Ah, heureusement, je dis ça, il n'y a pas de jugement dans ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que chez les hétérosexuels, on a les rapports vaginaux et le sexe oral qui reste une pratique qui va être la plus courante, mais on a en fait la pratique du sexe anal qui gagne énormément la jeunesse. On voit en fait la sexualité chez les plus jeunes se modifier. Là où avant elle pouvait sembler, si les mots que j'utilise, c'est peut-être cool entre guillemets, c'est-à-dire une sexualité de découverte, une sexualité basée sur des préliminaires, sur plus de tendresse, on se découvrait. Là on a des pratiques sexuelles qui sont un peu plus osées, un peu plus dures, c'est-à-dire comme la pratique de la sodomie. On va regarder dans les années 90, c'était une femme et un homme sur 10, un jeune qui avait recours à cette pratique entre 16 ans et 24 ans, chez vraiment un jeune public. Et maintenant, c'est un homme sur 4 et une femme sur 5. Pourquoi la pratique du sexe anal se développe autant? Là, on va voir le poids, en fait, l'importance de la pornographie dans le changement de cette sexualité chez les plus jeunes. Donc, on va voir pourquoi ces pratiques, elles évoluent réellement. Eh bien, la pornographie. Il y a un manque cruel d'éducation à la sexualité, ça on le sait. Normalement, il y a des cours obligatoires du collège au lycée, plusieurs fois par an, 3 séances annuelles. Certains établissements le proposent, d'autres non. Donc les jeunes, ils vont où? Ils ont du mal à trouver des repères. On parle de sexualité, mais toujours peut-être en rigolant, dans la performance, dans l'idée de, voilà, il faut avoir un nombre de rapports sexuels important quand on est jeune, plusieurs partenaires. Toutes ces choses-là viennent, les jeunes, ils trouvent leur référence où? Sur la pornographie. Quand on regarde que rien qu'en France, par an, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est qu'on se dit déjà, il y a un sacré business derrière la pornographie. J'ai pris les résultats d'un site Pornhub, qui est peut-être un des plus gros sites à caractère pornographique auquel on ait accès. Sur l'année 2018, 33,5 milliards de visites sur cette année-là. Ça fait 92 millions de visites par jour dans le monde. 5 millions de vidéos partagées sur l'année 2018. C'est-à-dire que si on a envie, nous-mêmes, de regarder toutes ces vidéos, il nous faudra 115 ans. Donc pour vous dire à quel point, et là on parle d'un seul site et d'une seule année de vidéos. 33,3 milliards de recherches par an, soit 962 recherches chaque seconde dans le monde. Donc imaginez là, au moment où on parle, au moment où on fait cette formation, tout le nombre de personnes qui sont sur Internet, sur des sites pornographiques. 207 405 vidéos visionnées par minute dans le monde. 29% des femmes utilisatrices du site Pornhub en 2018. Ça reste quand même une activité plus masculine, mais quand même, il y a des femmes qui consomment de plus en plus de pornographie. 300 000 visites de sites pornographiques chaque seconde dans le monde. Ça fait 350 milliards de vidéos visionnées en 2018 sur les autres sites, YouPorn, Pornhub, etc. Donc les sites à caractère pornographique. Donc on a énormément, on voit bien que la pornographie est vraiment très consultée. Et surtout par un public jeune. Je ne dis pas que les plus âgés ne consomment pas de pornographie, parce que ça serait faux, mais on se rend compte que ce sont quand même les plus jeunes qui consomment. Peut-être qu'ils vont chercher des réponses à ce qu'ils n'ont pas à travers l'éducation. Ils ont besoin d'avoir des références sur la sexualité. Or, on va voir que la pornographie, ne sont pas les meilleures références que l'on peut avoir en termes de sexualité. J'ai retiré cette diapo d'une étude qui a été faite en 2018. Là, les parents pouvaient répondre à plusieurs, pouvaient en cocher plusieurs réponses. La question, c'était personnellement, si vous vous rendiez compte que l'un de vos enfants fait les choses suivantes, quel sentiment éprouviez-vous? Donc là, c'est qu'il regarde souvent des vidéos, films ou photographies à caractère pornographique. On a 31% des patients qui vont ressentir de l'inquiétude. D'accord ? 28% de la surprise, 21% de l'incompréhension, 21% de la colère, 15% de l'écœurement, 13% de l'impuissance, 12% de l'angoisse, 9% de la curiosité,
7 de l'indifférence et 3 de l'amusement. C'est-à-dire qu'on a quand même une grande partie des parents que ça peut stresser, voire angoisser de savoir que leurs jeunes, leurs enfants, consomment des vidéos à caractère pornographique. Et pourtant, quand on voit les chiffres que j'ai pu vous donner avant, il faut bien se douter qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui consomment ce type de vidéos. Il faut savoir même d'ailleurs que l'âge à peu près de la première vision d'un site, enfin d'une vidéo pornographique, c'est 11 ans. Donc c'est très tôt. C'est même trop tôt parce qu'à 11 ans, sont encore des enfants. On n'a pas du tout la même maturité entre deux individus et même c'est trop tôt. On ne rentre pas dans la sexualité par des images si violentes, par une sexualité d'adulte. C'est pas comme ça que ça devrait se faire. Moi, en ce moment, je réalise une petite étude sur la masturbation, donc, qui n'est pas du tout encore publiée. Là, je suis vraiment en cours. Donc, juste pour vous donner déjà quelques résultats. Chez les femmes, pour l'instant, j'ai 780 participantes. 93% se masturbent. Ce qui est intéressant parce qu'avant, souvent dans les études, on avait tendance à montrer que la femme se masturbait peu. Hein, alors qu'en fait, c'était souvent lié à des tabous. Maintenant, les femmes se masturbent peut-être un peu moins que les hommes, mais quand même, beaucoup de femmes se masturbent. Concernant les pornos, 52% aiment se masturber devant du porno. Donc on a quand même une femme sur deux qui aime se masturber régulièrement devant des vidéos pornographiques. Et ce qui est un petit peu dangereux, ce sont ces 9% qui ne peuvent pas concevoir se masturber sans. C'est-à-dire que souvent ces 9% de femmes vont construire leur sexualité à travers ce qu'elles visionnent. Et si on regarde un film pornographique, on a rarement de la douceur, de la tendresse, des préliminaires. Enfin, si, il y a des préliminaires souvent vers l'homme, hein, parce que celui-là, quand même, c'est obligatoire. On va voir quand je dis ça que je vous montrerai un cas clinique où on a vraiment cette sensation que la femme doit faire pour l'homme, mais qu'en retour, du moins dans la pornographie, en retour, la femme ne reçoit pas grand-chose, si ce n'est la satisfaction de l'homme. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'en regardant constamment ces images-là, forcément, certaines femmes vont se plier à cette sexualité. Parce qu'elles vont penser que c'est normal. 75% pensent que c'est un moyen pour s'exciter rapidement. Bon, ça va. Et puis, bon, il y avait plusieurs, je ne vous ai pas mis tous les résultats. Et puis il y a 1% des femmes quand même qui pensent que c'est le reflet de la vraie sexualité. Ça c'est vraiment pas bon, c'est-à-dire que là vraiment on a des carences au niveau de l'éducation. Si on imagine réellement que ces vidéos, ces films qui sont réalisés par des acteurs sont le reflet de la vraie sexualité, là c'est dangereux parce qu'on va arriver à des pratiques qui peuvent être des fois très extrêmes. La même chose chez les hommes. J'ai un petit peu moins d'hommes pour l'instant qui ont participé. 99,9% se masturbent. On n'a pas dit 100%, hein. Mais on n'en est pas loin. 87% aiment se masturber devant du porno. On voit c'est quand même plus élevé que chez les femmes. Hein, quand même une activité qui est un peu plus masculine que féminine. Quasiment 15% ne peuvent concevoir se masturber sans. On va voir qu'en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir imaginer de le faire sans, ça va donner beaucoup de troubles dans la sexualité. Moi, en consultation, je reçois énormément de jeunes filles qui n'arrivent pas à avoir de l'excitation dans le rapport sexuel. Et des hommes, pareil. Donc chez la femme, c'est des douleurs à la pénétration parce qu'il y aura des sécheresses. Chez les garçons, c'est des dysfonctions érectiles. Je fais beaucoup de garçons d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années avec des dysfonctions érectiles. Jamais pendant la masturbation. Uniquement pendant les rapports sexuels. Parce qu'en fait, ce qu'ils réalisent, c'est pas ce qu'ils consomment dans les vidéos. Donc, on change complètement la sexualité et le cerveau, lui, ce qu'il demande, c'est pas de la sexualité, c'est pas un partage à deux. Ce qu'il demande, c'est simplement de consommer des images et surtout de plus en plus violentes. C'est ça le danger. C'est que le cerveau, il veut toujours plus. Donc, on commence par des scènes peut-être à deux, après on passe à plusieurs et après on passe sur des catégories. Si on regarde le nombre de catégories qui existent sur les sites à caractère pornographique, c'est qu'on se doute qu'il y a des consommateurs. Sinon, il n'y aurait pas autant de catégories différentes. Et on consomme de plus en plus de choses qui sont, qui sont dures quand même. On arrive à des pratiques qui sont vraiment même des fois dangereuses, hein, on peut dire, hein, parce qu'on voit des choses, c'est difficile. Et quand on les voit en consultation, en fait, oui, ils ne sont plus dans l'émotion, ils ne sont plus dans les sentiments, ils sont dans la performance et ils sont dans la vision des images qu'ils peuvent regarder. Donc forcément, c'est loin de la réalité.
La pornographie, 93,7% pensent que c'est un moyen pour s'exciter rapidement, et on a 1% des hommes qui pensent, comme chez les femmes, que c'est le reflet de la vraie sexualité. Ça, c'est pas bon du tout, hein, vraiment d'être dans cette image-là. Parce que oui, c'est pas vrai, hein. C'est-à-dire que comme tout film, ce sont des acteurs. Donc ils sont recrutés sur casting. Ils jouent des rôles. Vous allez voir que la pornographie, je veux la déconstruire parce que les jeunes s'identifient à ça, donc ont des angoisses de performance liées aux vidéos pornographiques. On va le voir sur quoi, sur quel degré ces angoisses de performance s'installent, mais les jeunes s'identifient à ça et du coup se disent, vous allez voir, ils se disent, moi c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, ou je ne suis pas comme les acteurs ou comme les actrices, et forcément ça va être compliqué dans leur sexualité et ça va créer des troubles. La pénétration, ou plutôt pilonnage ultra répétitif, très rapide, très violent. On ne va pas prendre son temps, faut que la femme elle crie aussi, parce que c'est important quand même, hein, il faut qu'elle montre qu'elle prenne du plaisir, mais on y va vraiment de façon très violente. Comment font les acteurs pour tenir aussi longtemps, voire pendant des minutes, voire très longues minutes, et des fois encore plus longues, des fois on arrive sur des films qui durent plus d'1 heure, hein, comment on arrive à avoir des acteurs qui tiennent comme ça? Les actrices, elles adorent toutes fellation, sodomie, l'éjaculation faciale, et elles n'aiment pas trop les préliminaires. Alors ça, vous voyez, exactement cette ligne-là, je l'ai eue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, alors un peu plus par contre, avant le confinement, en consultation, où une jeune fille de 17 ans vient me voir, premier rapport sexuel, heureusement elle en a parlé à sa mère, et c'est sa mère qui a pris le rendez-vous, parce qu'elle est tombée pour son premier rapport sexuel avec un romantique, un jeune homme de 19 ans, poète. Donc ils ont eu un rapport sexuel très rapide, sans quasiment aucun préliminaire. Alors, ce que j'aime pas trop appeler préliminaire, parce qu'en fait c'est pas avant, hein, on dit préliminaire, mais c'est un rapport sexuel, hein, c'est juste qu'il n'y a pas de pénétration, mais c'est le rapport sexuel, c'est pas des préliminaires. Mais bon, dans le langage courant, on va utiliser le mot préliminaire. Et en fait, à la fin de ce rapport sexuel, il a simplement dit c'était nul, t'as rien fait. J'ai pas pu sodomiser, c'est pas le mot qu'il a utilisé, mais je vais quand même rester un petit peu correct. J'ai pas pu sodomiser et tu n'as pas avalé. Voilà comment une jeune fille de 17 ans ressort de sa première expérience sexuelle. Mais ce jeune homme, je pense pas qu'il soit méchant profondément, c'est qu'il est persuadé, à force de visionner des pornos, que c'est la vraie sexualité. Donc lui, en fait, il se base sur ce qu'il voit et il se dit, mais c'est ça que je vais avoir. Si dans les films, on me montre que c'est comme ça qu'on doit faire dans la réalité. Donc je n'accuse pas ce jeune homme. Juste le problème, c'est que je me dis, mince, il y a des carences de notre côté au niveau de l'éducation parce qu'on va créer des problèmes chez les jeunes dans leur représentation de la sexualité. Et les acteurs, bien sûr, ont tous un pénis d'au minimum 20 cm. C'est la norme. C'est la norme. On va voir tout à l'heure tout ça. Hein. Là, je vous montre un petit peu ce que véhiculent les films pornographiques. Bizarrement, quand on s'intéresse à la sexualité, on se dit, c'est bizarre, ce qu'on voit dans les films, c'est pas trop le reflet des études scientifiques, c'est pas trop le reflet du terrain, c'est pas ce que l'on entend. Bien sûr, la taille du pénis. Il faut savoir que seulement 1% des hommes ont un pénis qui dépasse les 20 cm. 1% des hommes. Donc ce 1%, on va le retrouver souvent chez des acteurs porno, bien sûr, parce qu'ils sont aussi sélectionnés par rapport à ça. C'est un critère de sélection pour être acteur. Et donc cette faible représentation d'hommes va créer des complexes chez le reste des hommes. Alors qu'en fait, on le sait très bien, en Europe, la moyenne, elle est de 14,27 cm, c'est-à-dire que la majorité des hommes ont un sexe en érection de 11 à 17 cm. Et quand je vois le nombre de consultations chez des jeunes garçons qui viennent me voir parce qu'ils me disent qu'ils sont largement dans cette moyenne-là, de 11 à 17, et qu'ils me disent « j'ai un petit pénis », parce qu'en fait, ils se comparent constamment aux films qu'ils visionnent. Donc là déjà, on est en train de leur donner des complexes
là où il ne doit pas du tout en avoir. Et on va voir aussi les si gros pénis, comment c'est perçu par les femmes dans les films. Parce que vous allez voir que ce n'est pas toujours extrêmement agréable pour les femmes. Et puis n'oubliez pas, ils sont sélectionnés. Ce ne sont pas des gens qui arrivent comme ça, ce sont des acteurs, donc ils sont sélectionnés. Les flots de sperme, bah oui, allons-y. Tout ce que l'on voit dans les films, ces litres, limite des litres et des litres de sperme qui viennent soi-disant à l'orgasme. En plus, attention, faisons bien la distinction. Une éjaculation masculine, ce n'est pas un orgasme. L'orgasme, c'est différent. L'éjaculation, c'est un réflexe au niveau d'un degré d'excitation, mais ce n'est pas un orgasme. Souvent, les hommes et les femmes confondent. Donc les femmes s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup de sperme qui sortent pendant les rapports sexuels. S'il n'y en a pas, ou pas beaucoup, bah, t'as pas pris de plaisir, tu me trompes. Enfin, on entend des choses en consultation sur le fait que l'éjaculation soit pas si importante. Mais oui, parce que dans les films, c'est pour de faux. C'est pas une éjaculation, il y a des produits qui sont mis, il y a des montages, c'est pas ce que l'on voit. Une éjaculation, ça dépasse rarement les 6 centilitres. Oui, j'ai mis une cuillère à café. Le contenant n'est pas énorme, donc n'arrêtez d'imaginer ça. Ça met aussi des complexes. Là j'ai eu encore un jeune la semaine dernière sur ça qui me dit mais moi j'éjacule pas beaucoup. Ben non, vous éjaculez normalement. C'est sur les vidéos que tout est exagéré. D'accord, donc faut pas vraiment rester accroché à ça parce que sinon là aussi on crée des difficultés dans les couples et dans les jeunes couples qui s'attendent en fait. Quand vous regardez, si vous commencez à regarder des films à caractère pornographique à 11 ans et que vous avez une sexualité à 2 qui débute vers 16-17 ans, ça fait des années que vous vous êtes mis des schémas dans la tête à vous dire c'est comme ça que ça va faire, qu'on doit faire. Forcément, vous allez être très déçus lors des rapports sexuels et puis vous allez créer beaucoup de complexes. Donc, il ne faut pas faire la tête. Et puis, ne croyez pas qu'il n'y a pas eu d'orgasme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éjaculation. Ce n'est pas un reflet. La quantité de sperme éjaculé n'est pas un reflet du plaisir chez l'homme. Les orgasmes, en plus, sont différents. Un homme peut éjaculer sans orgasme. Donc, arrêtez de vouloir toujours trouver que ça soit une échelle de satisfaction chez l'homme. Les seins des femmes, bah oui, forcément. Elles ont des seins qui tiennent bien et tout. Là, il faut être d'accord, c'est du faux. C'est pas ça une vraie poitrine. Et c'est important parce que les femmes, elles ont des complexes quand elles voient aussi les femmes dans les rapports sexuels qui ont des seins, qui ont une certaine taille, qui tiennent constamment, elles sont sur le dos, on a des seins. Non, un sein, ça peut pas tenir quand on est allongé sur le dos. Enfin, faut arrêter tout ça, c'est ça, faut déconstruire un petit peu parce que de laisser la pornographie faire... Vous voyez, quand on questionne les parents, ils sont choqués de savoir s'ils apprennent que leurs jeunes regardent des pornos. Ils sont choqués, mais pourtant, on ne fait pas énormément d'éducation à la vraie sexualité. Donc, on est un petit peu contradictoire. Il faut absolument qu'on puisse expliquer aux jeunes, parce que si c'est vers 11 ans, même 12, 13 ans qu'ils regardent des films à caractère pornographique, ils sont trop jeunes pour avoir une analyse sur ce qui se passe. Donc il faut qu'en tant qu'adultes, nous on puisse les éclairer et dire c'est pas vrai. Il faut couper un petit peu avant que ça devienne de vraies problématiques et que ça impacte vraiment leur sexualité. Les femmes adorent avaler, bah oui bien sûr. Bien sûr, tout le monde adore ça, c'est une boisson, on se demande pourquoi le matin on n'en boit pas avant de partir au travail. Non. Dans les films, elles n'ont pas le choix. C'est un scénario. Si elles veulent avoir le rôle, faut se plier au scénario. Mais il n'y a aucun plaisir. On peut, attention, j'ai pas dit que c'était... Mais c'est une affaire de goût et une affaire de chaque individu. On n'a pas à forcer une femme ou un homme, si on a des rapports homosexuels, à avaler le sperme. L'homme doit prévenir quand même dans les rapports sexuels. Et là, c'est pareil, je vois des jeunes qui arrivent qui me disent mais il m'a tenu la tête sur une fellation au moment où il a éjaculé. Donc non seulement il ne prévient pas sa partenaire, mais en plus il la bloque. Mais vous allez voir sur des choses où, même quand je reçois les jeunes garçons, ils le disent naturellement parce qu'ils ne sont pas
Pour eux, il n'y a rien de dramatique. Ils refont exactement ce qu'ils ont vu. Donc pour eux, c'est normal. Donc ça ne sert à rien non plus de leur dire d'aller vers eux, d'être violent, de dire mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Non, pour eux, c'est de notre faute. Ils n'ont pas eu d'éducation. Ils se sont éduqués seuls. Ils ont regardé des films qui leur montrent comment il faut faire. Ils reproduisent. Donc à nous de changer un petit peu tout ça. La réalité, donc on va voir un petit peu quand même la réalité des films pornographiques. Donc il faut savoir que quand il y a des gros pénis soi-disant que ça donne un plaisir intense chez les femmes, c'est pas vrai. Donc déjà, pour les films pornographiques, beaucoup d'actrices n'arrivent pas à supporter. Donc certaines ne peuvent pas, c'est très compliqué. D'autres, c'est simple, elles ont extrêmement mal. Pas de souci, on enlève. On ne filme pas le visage de l'actrice quand on voit qu'elle a mal. Les réalisateurs, ils ne s'embêtent pas avec ça, c'est sympa, on laisse faire, parce que la scène, elle est violente, c'est ce qu'on demande, une certaine violence, on ne veut pas d'un rapport sexuel doux, c'est pas ce qu'on cherche, hein, c'est pas dans les films pornographiques, le nombre de visites, hein, vous savez, sur Internet, on arrive à tout savoir, ce qui est sélectionné, c'est pas des choses romantiques du tout, hein, c'est des choses violentes, donc il faut que les filles, si elles ont mal, limite, bon... Soit il y a des réalisateurs qui disent bon on l'enlève parce que là la femme a vraiment trop mal et ça fait quand même violence, viol. Ou il y en a qui disent ouais mais ça excite beaucoup de personnes donc on va le laisser. Donc on n'est pas du tout dans une notion de plaisir. 95% des acteurs sont sous Viagra, j'ai mis Viagra, c'est tout ce en fait c'est surtout sous IPDE5, hein, Cialis, Levitra, enfin il y en a plusieurs, parce qu'ils ne peuvent pas maintenir des érections comme ça pendant les scènes, entre les scènes, parce que vous allez voir en fait que c'est jamais un rapport sexuel que l'on laisse faire, ce sont que des scènes très courtes qui sont mis bout à bout, et c'est ça aussi il faut que les jeunes se rendent compte quand ils regardent, parce que ce n'est pas un vrai rapport sexuel qui se déroule du début à la fin, pas du tout. Ce sont des scènes très très courtes. Ils sont beaucoup interrompus, donc un homme, il ne peut pas rester excité quand il y a plusieurs caméras, quand on lui dit stop, attends, décale-toi comme ça, mettez-vous comme ça. Non, donc du coup, ils sont sous IPDE5, sous médicaments, pour essayer de maintenir cette érection. Et entre les scènes, il y a des personnes qui sont là, c'est leur travail, pour essayer de maintenir une excitation chez les acteurs. Alors on fait ça pour l'homme, on ne fait pas forcément ça pour la femme. Donc la femme, elle a intérêt de se préparer parce que s'il n'y a pas de lubrification vaginale, vous imaginez bien que pendant les scènes, elle va avoir des douleurs. Donc souvent, ils utilisent beaucoup de lubrifiants pour compenser. Donc il n'y a rien de réellement naturel, hein, il n'y a rien de naturel dans cette sexualité-là. Pour quelques minutes de pénétration, imaginez bien, vous avez une scène, elle va durer 3 minutes. La scène se fait, elle ne va pas être interrompue pendant 3 minutes. Vous allez avoir 5-6 caméras tout autour avec des angles différents. Et la scène s'arrête là. Et après, on fait un montage et on met chaque angle de la caméra bout à bout. Et vous avez du coup 15 à 20 minutes de scène. Alors qu'en fait, la scène aura duré 3 minutes. Donc quand on voit sur les jeunes qui veulent que les rapports sexuels durent extrêmement longtemps, hein, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, pas du tout. Vous allez voir la réalité de la durée du coït dans les rapports sexuels, vous allez voir que c'est pas extrêmement long. Mais en fait, c'est ce que l'on veut nous faire croire, qu'il faut que ça dure longtemps, longtemps, longtemps dans les films, alors qu'en fait, ce sont des scènes qui sont très très courtes. C'est du montage, c'est de la fiction. Hein, si vous écoutez, ce qu'il faut regarder, c'est un film porno sans être dans une excitation, plutôt dans une analyse. Si vous écoutez bien les scènes, bon, le dialogue, il est très limité. On va être honnête, hein. Mais si vous écoutez, souvent c'est beaucoup à base d'insultes, hein, parce que normalement dans la sexualité on ne fait que s'insulter, l'amour c'est plus loin. Et du coup, vous écoutez, les insultes reviennent toujours de la même façon. Elles sont dites pareil parce que forcément c'est filmé. Il y a plusieurs caméras qui filment la même scène, donc en fait le son c'est une redite, ou alors on enlève le son, on enlève la bande son, et derrière il y a des personnes qui font simplement les bruitages et la bande sonore. Vous voyez, on est vraiment dans du film, hein. Il n'y a rien de vrai. Pornographie et vraie sexualité, y a-t-il des différences? Je pense que non, là vous l'avez compris, on est vraiment dans la vraie sexualité, hein. Donc une femme qui prend du plaisir doit obligatoirement crier son bonheur au lit, bien sûr. Bah oui,
À chaque fois qu'on est heureux, on le sait, tout le monde hurle. On ne fait que ça dès qu'on est heureux. Non, on n'est pas obligé quand même. Les femmes, elles crient, je vous dis, elles crient pas forcément. Des fois, elles crient parce qu'elles ont mal, et elles crient parce qu'elles simulent, parce qu'elles font semblant. Elles jouent un rôle, donc elles ont un texte, on leur dit quoi dire. Dans la vraie sexualité, il y a des femmes qui sont, si on est très renfermé, et on peut se concentrer sur son plaisir, comme l'homme. Il y a des hommes qui ne sont pas bruyants dans un rapport sexuel, et pourtant, ils prennent beaucoup de plaisir. Donc pourquoi la femme, pourquoi on serait différent? Pourquoi une femme faudrait qu'elle crie, qu'elle montre qu'elle prend du plaisir, et un homme, lui, par contre, silencieux, stoïque dans son rapport sexuel? Non, ça c'est vraiment des visions qu'on a, parce que dans les films, c'est pareil, l'homme ne fait pas de bruit. Un petit peu à la fin, il va dire, allez, je viens, faut qu'il montre qu'il arrive, voilà, très bien. Si c'est pas visuel, il faut qu'il fasse un petit peu de son. C'est tout, que la femme, il faut que tout le long, elle ait du plaisir. Non, beaucoup de femmes qui se concentrent sur leur plaisir, qui prennent énormément de plaisir et qui n'ont pas besoin de crier. Et si elles se mettent à crier, en fait, elles simulent. Et quand elles simulent, elles prennent pas de plaisir. Parce qu'elles jouent un rôle là aussi. Et on va voir. Parce que dans la vraie sexualité, il y a des personnes, beaucoup de personnes quand même, qui simulent. Donc c'est forcément une question de caractère, bien sûr. On est plus ou moins introverti ou extraverti. Il y a des personnes qui aiment vraiment se laisser aller, être expressif dans un rapport sexuel. C'est pas du tout une critique de ma part, c'est un constat. Mais il faut respecter la personne qui est bruyante, la personne qui est silencieuse. Ce qui compte dans la sexualité, c'est pas une performance, mais simplement de passer un bon moment. L'objectif d'un rapport sexuel, c'est le plaisir. C'est simplement ça. Passer un bon moment à deux. Peu importe comment on y arrive. Donc autant vous dire que la pénétration n'est pas une obligation dans la sexualité. Et il y a des femmes, bien sûr, donc il y a des femmes qui vont montrer leur plaisir et des femmes qui vont plutôt le garder pour eux. Alors pourquoi il y a des femmes qui vont aussi crier? Donc, il y a eu des études de fait. Là, il y en a une que je vous montre qui date de 2011, qui a un petit moment derrière. 71 femmes hétérosexuelles et sexuellement actives ont été questionnées. Toutes les femmes de cette étude, c'était un petit peu l'objectif en fait de cette étude, elles étaient bruyantes, d'accord, dans les rapports sexuels. Elles crient, elles gémissent fort, etc. Il y a du bruit. Les résultats mettent en avant qu'elles jouissaient plus pendant les préliminaires, donc les rapports sexuels sans pénétration, surtout par exemple par stimulation du clitoris, et moins par la suite. Donc déjà, elles témoignent bien dans l'étude qu'à la pénétration, déjà, c'est moins, y a moins de plaisir pour elles. Dans les rapports sexuels, on a des pratiques que l'on aime plus que d'autres. Voilà. Mais là, ça ressort que la pénétration, c'est pas le numéro 1. Et pour les cas où il y a des jouissances intenses et expressives, c'était reporté durant leur orgasme à elles, mais elle l'était également avant et pendant l'éjaculation du partenaire. C'est-à-dire que là où, ce qui se comprend tout à fait, quand elles ont un orgasme, que ça peut être bruyant pour elles, bizarrement après, quand arrive le moment où c'est le partenaire, elles étaient également bruyantes. Et quand on les questionne directement dans cette étude en disant pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous avez ces cris qui arrivent, cette manifestation bruyante, alors que c'est votre partenaire qui est en train de prendre le plus de plaisir, entre guillemets, à ce moment-là. C'est simple. Ce qui ressort le plus, c'est manipuler le comportement masculin à leur avantage. Certaines femmes crient pour augmenter la montée et l'orgasme de leur partenaire, pour l'encourager et améliorer sa confiance en lui. Pour faire simple, c'est une bonne façon de guider et de féliciter. C'est bien mon pépère, t'as bien fait ton travail, vas-y. On est vraiment dans cette dimension, donc attention, parce que vous allez voir la dérive de ça, en fait, de cette pratique-là. Certaines femmes mettent également en avant qu'elles simulent bruyamment, notamment pour terminer le rapport sexuel. D'accord ? Parce que c'est trop long. Et pourquoi ? J'ai des couples qui viennent consulter des fois. Ils viennent me... Pourquoi ? Des fois, j'ai beaucoup de couples qui viennent consulter, mais pour cette question de dire, où ils me disent, voilà, il y a des femmes qui disent, moi, c'est pas que j'aime pas les rapports sexuels, j'adore, mais il veut toujours, ça va durer 3 quarts d'heure. Parce qu'il se met en tête
qu'il faut que ça soit long. Où là, elle dit, moi j'aimerais bien le soir, vite fait, avant qu'on aille au lit, que ça dure une dizaine de minutes, pas tout le temps, mais elle dit, j'aimerais qu'on ait des rapports sexuels de temps en temps rapides. Lui, il va être là, donc qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle simule pour le faire venir plus vite. Parce que lui, il est spectateur de son rapport sexuel, il regarde sa partenaire, tant qu'elle n'a pas pris vraiment un orgasme, parce que c'est son objectif, la performance. Donc tant qu'elle n'a pas eu son orgasme, il ne peut pas terminer. Donc autant vous dire qu'il n'est pas dans ce qu'il fait, il n'est pas dans le plaisir, il n'est pas dans l'abandon qui est nécessaire à la sexualité, il est plutôt dans la performance, c'est un arbitre. Hein. Allez, vas-y, encore, tu peux faire ça, vas-y, je suis bien là, oui, oh là, elle est en train de monter, etc. Il est en train de commenter son rapport sexuel, il n'est pas dans le plaisir. Donc forcément, quand elle a terminé, entre guillemets, si on peut dire qu'elle a terminé, mais sa partenaire a un orgasme, lui après, il faut déjà qu'il se remette dans son rapport sexuel pour enfin se concentrer sur son plaisir. Donc forcément, tout ça, ça prend du temps et on n'est pas dans une sexualité si plaisante que ça. Ça peut être intéressant, des fois, de temps en temps, parce que ça change, mais au bout d'un moment, en fait, les couples, ça les énerve, les femmes, ça les énerve. Donc, elles souffrent d'inconfort, de douleur, d'ennui, des fois, hein, de fatigue ou de manque de temps. Hop, un petit peu de simulation. Allez, mon pépère, t'as bien fait ton travail, tu peux y aller. Si les hommes étaient moins concentrés sur la performance, il n'y aurait pas besoin de ça. D'accord ? C'est un cercle vicieux. Et le problème, ça on va le voir, peut-être, je ne me rappelle plus, je vais vous le dire là, si je redis après, c'est pas grave. Le problème, si vous voulez, c'est que si une femme fait ça au début de sa relation avec son partenaire, imaginons au bout de 10 ans, elle a pris cette habitude de simuler. Elle n'aime pas forcément certaines pratiques, mais comme elle simule tout le temps, comment dire après à son partenaire, tu sais, ça, j'aime pas trop. C'est plus possible. Parce que si le jour où elle lui dit, elle va dire, mais ça fait 10 ans que tu... en fait, comme j'aimais pas trop ça, je simulais pour que ça aille plus vite. Et là, l'homme, il se prend, tac, un petit coup de taquet. Donc, en fait, on arrive avec des fois des sexualités qui sont pas... Puis l'homme, il répète, hein. Il dit, ça marche avec elle. Je refais ça. Hein. J'y vais. Donc, en fait, vous voyez, vous conditionnez, les femmes, en faisant ça, vous conditionnez vos partenaires. Vous parlez pas de sexualité. Et le jour où vous voulez faire marche arrière, ça devient compliqué de dire, oui, en fait, ça fait des années que je fais semblant pour ça parce que j'aime pas. Voilà. Alors que ça ne remet pas en question les sentiments, ça ne remet pas en question la sexualité de façon globale, ça remet juste en question certaines pratiques que l'on a fait au début pour faire plaisir à l'autre ou pour se conformer, parce que les injonctions sexuelles, il y en a plein chez la femme. Donc du coup, comme il faut qu'elle crie, et les femmes, elles vont rentrer dans ça pour passer pour un bon coup également. Parce que là où on voit qu'avant, l'angoisse de performance était réservée à l'homme, parce que c'était à l'homme de tout faire. Attention, avec son pénis, il fait des miracles. C'était à lui d'honorer sa femme. Je le vois bien, moi, quand chez des patients qui ont une 60aine d'années dépassées, on est vraiment dans ce schéma-là, où des hommes qui ont des dysfonctions érectiles, ils viennent consulter en disant il faut faire quelque chose, il faut que j'arrive à honorer ma femme. C'est joli quand ils disent ça en plus, il n'y a pas du tout de vulgarité. Mais on voit bien qu'ils mettent tout sur leur pénis et le fait que la sexualité tourne autour de la pénétration, sinon ils n'arrivent pas à donner du plaisir. C'est les croyances qu'ils ont. Et les jeunes, en fait, eux, c'est par rapport à la pornographie, en fait. Donc vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je l'ai mis là. Répéter plusieurs fois, ce comportement éloignera la femme du plaisir et va la conduire à subir les rapports sexuels sans joie ou à les éviter. Parce qu'elle leur a fait semblant. Et c'est dommage de tomber dedans, alors que ça peut être des femmes qui adorent la sexualité. Mais qui se sont dit, oui, il faut que je me plie à ce qu'on voit, il faut que je sois un bon coup, il faut que je fasse telle ou telle pratique. Donc sans s'écouter, elles vont avoir des pratiques qu'elles ont vues dans les films porno. Ou alors elles vont faire ce que les jeunes hommes attendent d'elles dans la sexualité. Donc vous voyez comment ça va être un petit peu faussé, cette vision de la sexualité. Il n'y a plus de découverte. En fait, c'est plus une découverte à deux, c'est reproduire ce qu'ils visionnent à deux. Donc c'est pas du tout la même chose en fait. Ils sont guidés presque. Le sexe sans affect, donc la place des sentiments dans la sexualité. Quand même un petit peu, ça serait bien s'il pouvait y en avoir. Elle incite à une sexualité dénuée de sentiments, la pornographie. Ça, c'est une évidence. Il n'y a rien dans la pornographie qui montre des sentiments. Là où
la pornographie peut-être des années 80 était différente, où il y avait un scénario, où il y avait des fois des relations. Là, si vous regardez, les vidéos qu'ils sont mis, elles ne durent pas longtemps. C'est ça aussi le problème. Ce sont des vidéos qui vont durer 3-4 minutes. Parce qu'en fait, qui ont été faits pour qui? Pour des hommes, pour avoir des éjaculations rapides. Voilà. Donc la vidéo, elle n'a pas besoin de durer 20 minutes. Donc si sur 2 ou 3 minutes, vous doutez bien qu'il ne va pas y avoir de la tendresse, qu'il ne va pas y avoir une rencontre, on va directement dans le vif du sujet. Et sans aucun commentaire, sans aucun échange vraiment. On est vraiment dans de l'acte physique. Et de toute façon, c'est ce que le cerveau redemande. Il demande à consommer ce type d'image. La sexualité mise en avant dans la pornographie ne se conçoit que d'une façon instrumentale, seule la performance compte. Et il faut absolument enlever l'idée de performance dans la sexualité. S'il y a une idée à retenir pour les jeunes dans la sexualité, c'est le plaisir. D'accord ? Le plaisir pour soi, pour l'autre, et le plaisir qu'on peut avoir à deux, bien sûr. Mais il faut tourner autour de cette notion de plaisir et pas de performance. Ça va gommer le respect de l'autre, le sentiment amoureux et tout ce qui construit la vraie sexualité. Il n'y a pas de respect, on va le voir, il n'y a pas de respect. Il y a même beaucoup de violence dans les vidéos pornographiques, énormément de violence envers la femme. Les 3/4 du temps, faut pas rêver. Sauf certaines catégories spécifiques de soumission où c'est l'homme qui est en position, mais c'est vraiment des catégories spécifiques. Le reste, c'est la femme qui est soumise et qui est dégradée. Donc très stéréotypé, une image négative de la femme. La femme, elle est destinataire de tout ce que l'homme peut faire et puis tout ce que veut faire l'homme. Parce qu'on ne voit pas d'échange, on ne voit pas de demande, on ne voit pas de consentement. On voit des hommes qui manipulent la femme comme un objet pour arriver à leur fin. Donc voilà ce qui entre quand même dans la tête des jeunes, c'est qu'ils doivent diriger le rapport sexuel, les jeunes garçons, que des fois, si on dit non, c'est pas forcément un non, parce que le oui a été dit au début, donc c'est oui pour tout le rapport sexuel. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'à un moment donné, il y a dans le rapport sexuel, si certaines pratiques ne conviennent pas et qu'une femme, même un homme, a envie de dire non, il faut respecter ça. On ne doit pas se dire, si on a commencé, le viol conjugal, c'est quelque chose qui existe, et beaucoup quand même. Moi, j'en vois en consultation, les hommes, quand on met ce terme, ils disent, mais n'importe quoi, c'est ma femme. C'est pas ton objet. C'est pas ton objet. C'est pas parce qu'elle accepte d'avoir un rapport sexuel qu'elle doit accepter toutes les pratiques que l'homme a envie. Mais, dans le porno, l'homme décide. Il va pas proposer, il va diriger le rapport sexuel. On ne voit pas d'échange, on ne voit pas, et tiens, on peut essayer ça. Non, pas du tout. L'homme, il fait, parce qu'on le voit bien, s'il y a des vidéos, on voit bien que la femme, elle ne demande rien, c'est l'homme qui bouge, il faut qu'elle se plie. Donc vous voyez bien, c'est toutes ces petites images, mais à force d'être répétées, les jeunes sont persuadés que c'est ça qu'il faut faire. Il apparaît donc comme normal dans les films à caractère pornographique que la femme soit frappée, voire maltraitée. Et humiliée. On peut aussi aller vraiment plus loin parce que quand on voit le résultat, des fois, c'est quand même catastrophique. Voilà l'image que les jeunes ont de la sexualité. Eh bien, ils vont tenter de reproduire. Ils n'ont pas de véritable exemple. Donc forcément, ils ont accès à Internet comme ils veulent. Ils ont des smartphones très tôt. Ils ont accès facilement à la pornographie. Les jeunes sont en demande de réponse. On n'est pas capable, nous, adultes, de leur donner. Ils trouvent une solution, la pornographie. Donc après, il ne faut pas non plus, comme ça, qu'on se dise, mince, qu'est-ce qui se passe chez les jeunes, la sexualité, elle part vraiment n'importe comment. Oui, mais en même temps, on ne fait pas grand-chose. Alors on essaye, bien sûr, quand je dis ça, mais il n'y a pas assez de démarches pour freiner ça. Donc eux, ils font comme ils peuvent. Ça reste des enfants quand même, c'est des adolescents, on est quand même à 11 ans, on n'est pas face à un adulte, c'est un enfant encore. Voilà un petit exemple, par exemple, voilà, c'est deux jeunes qui viennent me consulter, qui sont connus très tôt, premier rapport sexuel ensemble pour les deux. Les pornos nous ont appris à faire l'amour. Donc déjà, mais ça c'est une vraie phrase qu'ils ont dit, c'est-à-dire que les pornos
et amour. Donc en plus, quand je viens d'expliquer tout ce qu'on a vu, c'est fou de se dire qu'ils arrivent à associer que l'amour, elle fait partie des pornos. Donc eux, elle avait des dyspareunies, donc des douleurs à la pénétration. D'accord ? Quand on creuse un petit peu, vu que les préliminaires, il n'y en avait pas, et que tout est fait à base de pénétration très rapide, on se doute bien qu'au bout d'un moment, l'excitation du début étant quand même partie, quand on se rend compte forcément, il y a l'excitation, la découverte de l'autre, au bout de quelques années, il y a moins, on peut comprendre que cette jeune femme ait des douleurs, mais elle ne sait pas pourquoi. C'est très simple. Quand on leur demande déjà, avant la pénétration, qu'est-ce qu'ils font ? Tout simplement, sans aucune gêne, elle me dit, juste avant de me pénétrer, il me crache dessus. Donc, la lubrification, elle est faite de façon pas trop naturelle et puis pas trop respectueuse. Mais tous les deux, aucune gêne. Ce petit couple, aucun problème. Ils ne voient pas du tout le mal. Il n'y a pas de mal d'ailleurs. Mais voilà la vision qu'ils ont. Donc quand vous commencez à faire un peu d'éducation à la sexualité avec eux, vous avez un couple après qui fonctionne bien. Donc ils étaient super contents, ils ont trouvé une autre sexualité. Mais là, c'est quand même... voilà. C'est même pas caché parce que, pour vous dire à quel point pour eux c'est normal. C'est ça en fait que je vais vous montrer, c'est à quel point pour eux ces pratiques-là sont normales. Des études mettent en avant chez les gros consommateurs de pornographie une mésestime de soi et de l'autre, un surinvestissement de ce qui est visionné par rapport au couple et à la vraie sexualité, des exigences physiques idéalistes, les performances sexuelles irréalistes et les attentes sexuelles trop élevées. On met chez des jeunes qui ne sont pas encore entrés dans la sexualité ou simplement par la masturbation, on est en train de leur mettre des objectifs qui sont irréalisables dans la tête. Comment voulez-vous que les jeunes aient une sexualité épanouissante et respectueuse ? C'est compliqué. On y arrive, bien sûr qu'il y en a qui y arrivent, parce qu'il y en a qui prennent du recul, parce qu'il y a l'entourage, ils questionnent des adultes. Mais ceux qui ne sont pas dans cette capacité-là d'avoir un étayage qui va être fait par le monde des adultes, ils vont rentrer directement dans une sexualité liée à la pornographie, ils vont la reproduire. On sait également qu'une vision trop précoce chez les plus jeunes peut avoir des impacts sur la construction mentale de leur sexualité. Cela peut les amener à avoir une vision complètement erronée de la sexualité. L'angoisse de performance, elle est là. Ça, c'est quelque chose que l'on voit énormément en consultation chez les jeunes. Je fais beaucoup de jeunes de 20 à 30 ans. C'est une partie de ma patientèle qui est quand même assez importante. En dehors de la Ligue contre le cancer, qui là, c'est différent. Mais en libéral, je ne pensais pas, en tant que sexologue, avoir un public aussi jeune. Et en fait, si, parce que ils sont perdus dans leur sexualité. Donc j'ai beaucoup de jeunes. Et ils sont tous là avec des anxiétés de performance. Souvent un peu plus chez les garçons quand même, mais on le voit bien chez les filles, mais des dysfonctions érectiles et des éjaculations précoces. Parce qu'en fait, ils se mettent la pression. Cette fausse sexualité mise en avant par des acteurs où il n'y a pas de limite, où on est vraiment dans des fois de la souffrance, un corps qu'il faut avoir, enfin on est en train de leur mettre beaucoup de choses, le culte du corps, la taille du pénis, la durée, les pratiques sexuelles à avoir. Quoi, t'as jamais fait ton plan A3, t'as 19 ans, qu'est-ce qui se passe ? T'es en retard. Là, on est en train d'aller dans des excès, il ne faut pas qu'on laisse faire ça. Une étude donc, qui a été publiée en 2013 met en avant qu'un homme sur 4 de moins de 40 ans présente des dysfonctions érectiles et 30% d'hommes présentent régulièrement un trouble éjaculatoire, donc l'éjaculation prématurée précoce. La consommation excessive de pornographie explique ça parce que ce sont des masturbations très rapides. Il ne faut pas se faire surprendre. On est dans le stress quand on les réalise. Je ne parle pas de masturbation compulsive, mais certains, on est dedans. Mais on est dans une consommation. Et là où je suis vraiment, des fois où je me dis, mince, on n'est plus dans une masturbation de plaisir, mais simplement une masturbation obligée, c'est quand on questionne et que, par exemple, quand j'ai les jeunes garçons et que je leur dis, mais quand vous vous masturbez, vous êtes déjà en érection, et qu'ils me disent, non. C'est-à-dire que ils répondent pas à une pulsion, à un besoin, à un plaisir, ou un désir de prendre du plaisir. Ils ont besoin de consommer les pornos, ils mettent un porno, et après, une excitation sexuelle arrive. Mais ils sont d'abord dans une recherche de consommation, en fait. Et pas dans... ils ont une érection, ils ont un plaisir qui monte, et ils ont envie d'assouvir cette pulsion. Ils ne sont pas là-dedans. Donc ça va encourager les mécanismes réflexes de l'éjaculation, et ça va enclencher l'éjaculation précoce.
Première angoisse présente, celle de la durée de l'acte. Bah oui, il faut que ça soit long, hein. Forcément. Et les films mettent toujours ça en tête. Plus c'est long, plus c'est bon, bien sûr. Tout le monde le sait. Donc il faut absolument rentrer dedans. C'est ce que les jeunes se disent. Et quand on entend, il suffit d'un premier rapport sexuel avec, en plus, il y a une charge émotionnelle, parce que c'est ça le plus important. Et si la charge émotionnelle est là et qu'on a une éjaculation précoce et que le ou la partenaire dise « Ah, déjà ?» Ben là, c'est fini. Vous ancrez ça dans la tête de l'homme et on va avoir un homme qui va avoir des éjaculations prématurées s'il ne consulte pas, qui vont se répéter parce qu'il va y avoir une angoisse, un stress et les éjaculations arriveront de plus en plus vite. Les études qui interrogent, regardez, les femmes concernant le coït, donc la pénétration vraiment, mettent en avant qu'en dessous de 7 minutes, c'est un petit peu juste. D'accord, quand on parle de rapport sexuel avec pénétration. Mais au-dessus de 13 minutes, ça commence à être long, hein. Donc les 3/4 d'heure, 1 heure de vidéo que l'on veut se mettre en tête, en fait, on se rend compte que non, hein. Au bout d'un moment, c'est un petit peu... C'est du fantasme collectif, hein. Quand on est au bar, on a tous raconté nos histoires de « on a fait ça toute la nuit hein. ». On n'a pas dormi d'ailleurs. On n'arrête jamais. On est des machines. Les personnes qui passent beaucoup de temps à regarder des pornographies paraissent avoir moins de matière grise dans certaines parties du cerveau. Il y a quand même une activité, vraiment un impact qui va se jouer au niveau du cerveau. Ça va créer des sentiments de honte et de culpabilité. Souvent, quand c'est terminé, il faut que le porno soit éteint. Il y a une certaine culpabilité qui s'installe, alors qu'on parle quand même de sexualité, seule, bien sûr, souvent quand il y a de la pornographie. Mais la masturbation devrait être un plaisir. Et on devrait être soulagé quand c'est fait, et pas culpabilisé. C'est pas normal quand on se met à culpabiliser. Donc il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que la pornographie. Hein. Là, je centre sur ça, mais voilà. Mais une fois arrivé à l'objectif, la personne se sent sale, honteuse, etc. On voit une estime d'elle-même. J'ai encore fait une consultation hier soir sur ça, hein, sur vraiment l'idée de regarder des pornos. La personne se sent hyper sale. Elle se dit, mais comment ça se fait que je fais ça? Et j'y retourne tous les jours. Et en fait, tous les jours, il y a une image dégradée d'elle-même. Donc on a beaucoup de choses qui vont jouer au niveau psychologique chez la personne. Chez les femmes, on retrouve des angoisses de performance. Plus personne ne veut des étoiles de mer. Hein, les femmes, vous avez voulu l'égalité, vous l'avez. Belle égalité, ça encore. C'est que là, il faut des bons coups, comme je disais tout à l'heure sur l'exemple de cette jeune fille qui n'a pas répondu aux besoins de l'homme. Donc, il y a le stéréotype du bon coup maintenant chez la femme. Et là, ça peut être très compliqué pour elle parce que ça peut être... soit on rentre dans ça, on se plie à une sexualité que l'on ne veut pas. Et là, tout d'un coup, on se plie aux images que l'on a, c'est pas pour nous, mais c'est pour faire bien. Et là, on n'a pas une sexualité plaisante. Ou alors, on se garde sa sexualité, puis on entend des choses sur nous, parce que les jeunes sont durs entre eux. Et dire, elle, c'est un coup tout pourri, etc. Et on entend des choses atroces chez les jeunes filles, donc qui sont très compliquées, puis qui vont avoir des impacts sur la vie future de la femme. Les sentiments, on le sait, il y a des études qui sont... Je vous mets quelques résultats. La sexualité rime avec amour. Lorsque cette grande enquête s'est intéressée aux mots qui viennent à l'esprit des personnes quand on met le mot sexe en avant, eh bien voici ce qui ressort de cette étude. Heureusement, attention, heureusement qu'on a tout ça. Le fait d'être amoureux dans 52% des cas. D'accord ? Le plaisir dans 21% des cas. Après, on est sur une étude qui date de 2000. Hein. Donc c'était pas la même, la place de la pornographie n'était pas la même à cette époque-là quand même, il y a 20 ans en arrière. Les rapports sexuels dans seulement 8% des cas. Les personnes de l'étude mettent en avant un lien important entre sexe et amour. 80% des hommes et 87% des femmes déclarent avoir besoin d'éprouver un sentiment amoureux pour avoir une relation sexuelle. 55% des personnes mettent en avant le fait de privilégier dans l'acte sexuel les émotions plutôt que le plaisir physique. Là, on est vraiment dans une sexualité très positive. C'est ce qu'on devrait avoir chez les jeunes en fait d'aujourd'hui et qu'on n'a pas forcément. Attention, heureusement, hein, il y en a plein qui l'ont. Il ne faut pas non plus mettre tous les jeunes dans le même panier, hein, mais quand même. Une affirmation du désir sexuel, le fait que le sentiment soit jugé plus important que le plaisir physique peut relever d'un système de valeurs qui ne préjuge en rien un rejet quelconque de la sensualité. Le désir au sein du couple est présent. 7 Français sur 10 nous l'affirment qu'avec leur partenaire, le désir est toujours aussi fort qu'avant. Ce qui est réellement à l'encontre de la vision du sexe
tant mis en avant par la pornographie. Les hommes interrogés paraissent d'ailleurs plus sûrs de cela que les femmes. 83% des hommes contre 64% des femmes qui mettent bien en avant que la pornographie a un impact négatif. La sexualité est-elle importante pour les individus? Donc, sur cette donnée, on a quelques résultats aussi. 12% des personnes estiment que c'est un élément essentiel de la vie. D'accord, la sexualité. 24% des gens jugent que la sexualité comme très importante. 37% disent que celle-ci est assez importante. 16% la jugent peu importante. D'accord. 10% pas importante du tout. Souvent, le problème, en fait, c'est que même dans certaines études, quand on met le mot sexualité, on pense au rapport sexuel, alors qu'il y a toute une grande dimension autour de la sexualité. Il y a plus que ça, une relation de couple. Mais souvent, dans les études, on parle des rapports. Et si 23% des gens jugent insupportable de ne pas faire l'amour pendant plusieurs mois, 46% estiment que cela est gênant et 28% pas du tout gênant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit chez les jeunes comment on met un point fort avec cette vision de la sexualité, un couple va bien quand il fait l'amour, plus il y a de rapports sexuels, plus le couple fonctionne bien, en fait, on se rend compte que quand on interroge après sur des adultes avec du recul, on voit bien pas tant que ça. C'est-à-dire que là, on a peut-être accès à ce qui se joue le plus dans la sexualité des Français. Donc, le pornographie n'aide pas à une construction positive. Là, je pense que j'ai fait passer le message, j'espère. On ne peut pas avoir vraiment une image positive de la sexualité si on est persuadé. Je ne dis pas qu'il faut complètement tout arrêter. Je ne vais pas dire aux gens arrêtez. Mais la pornographie, on peut en regarder. Mais il faut savoir pourquoi on la regarde. Qu'est-ce qu'on cherche ? Et pas à s'identifier. Peut-être qu'il y en a, c'est par fainéantise de dire bah ouais, mais je m'excite un peu plus rapidement avec un film qu'avec mon imaginaire. Ok, si c'est de temps en temps. Mais si c'est systématique, vous détruisez l'imaginaire érotique, plus de fantasmes, donc il y aura des problèmes sexuels derrière qui vont apparaître. Des fois même très très tôt. Voilà. Donc il faut faire attention sur cette consommation. Pour éviter les problèmes sexuels et de distorsion de la réalité, il est important de mettre en place des programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle. Là, on comprend bien que si, très tôt, on aborde la sexualité avec les jeunes, ça n'empêchera pas qu'ils regardent des films porno. Mais ils auront déjà eu une éducation à la sexualité, à la notion de respect, de consentement, parce que c'est surtout ça déjà qu'on veut quand même très tôt inculquer aux jeunes, que la sexualité c'est du partage, que c'est du plaisir, que c'est pas une performance. Comme ça, quand ils auront eu toutes ces connaissances-là, vraiment qu'ils auront ça en tête, et que derrière ils visionnent un film, ils vont le visionner parce qu'ils auront envie, ils seront curieux, forcément, tous, les adolescents vont vouloir y aller parce qu'il y a de la curiosité, mais ils vont le regarder avec un certain recul, que pour l'instant, ils n'ont pas ce recul. Donc ils se prennent ça en pleine tête, cette violence sexuelle en pleine tête, et ils se disent, eh ben c'est ça. Ce sont des adultes, ce sont des films, on les diffuse, on va le reproduire. Et là, c'est là où c'est vraiment dangereux. Pour eux en plus. Hein. Les jeunes manquent d'imaginaire érotique, cruellement. Dans des consultations, ça c'est surtout, je le vois plus moi, c'est les garçons qui vont identifier ça, entre guillemets. C'est-à-dire que chez les femmes, elles font pas attention, mais elles ont des douleurs à la pénétration. Parce qu'en fait, elles lubrifient pas assez, parce qu'elles ne sont pas excitées. Parce que quand elles regardent trop de porno, et que c'est pareil, elles n'ont plus d'imaginaire érotique, elles fantasment plus, donc elles ont du mal des fois à exciter. Mais l'homme, il a plus d'érection. Donc il vient vite voir le sexologue pour dire, bah, j'ai un problème... Dans les rapports, et puis il y a la masturbation, aucun souci. Donc ils me disent, bah, au début, je me concentre à penser au film. Donc ils sont avec leur partenaire, dans leur tête, ils sont sur les images qu'ils regardent. Alors ça marche un temps, c'est une béquille. Au début, ils arrivent à s'exciter dans leur tête parce qu'ils repensent aux images. Puis au bout d'un moment, bah, le stress est trop présent et ça ne fonctionne plus. Ils n'ont plus de capacité au niveau de la fantasmatique, ils ont du mal. Ben voilà ce que je voulais un peu vous dire sur Topo. Donc j'ai écrit plusieurs livres, et dont celui-là qui va sortir, qu'on a coécrit avec une infirmière sexologue, sur l'éducation à la sexualité, et qui va sortir en février 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Vous parliez tout à l'heure de simulation des femmes.
Et il s'avère aujourd'hui que les hommes se mettent à simuler aussi. Eux aussi commencent à trouver parfois que c'est trop long. Et surtout lorsqu'ils mettent un préservatif, finalement, ils font semblant d'avoir une éjaculation, un orgasme, et finalement, ils se dépêchent après d'enlever le préservatif pour ne pas montrer qu'ils n'ont pas eu d'éjaculation. Vous retrouvez ça aussi dans vos consultations. Exactement, et surtout chez les jeunes, en plus. C'est ça qui est... oui, parce qu'en fait... le réflexe éjaculatoire, il arrive à un certain degré d'excitation sexuelle. Ils ne l'ont plus parce que ce qu'ils font par rapport à... Et là, en plus, c'est marrant parce qu'il y a eu quelques semaines... Alors, c'est pas du tout avec un patient, c'est avec un proche assez jeune et qui m'a dit, j'ai simulé parce qu'il dit, elle était nulle. Voilà. Il a 22 ans et il me dit, elle était nulle. Et je dis, mais comment ça, elle était nulle? Pourquoi? Parce qu'il m'explique, donc voilà, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait rien, elle était allongée sur le dos, il s'est dit, il faut tout que je fasse, donc il en avait marre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simulé. Voilà. Et on retrouve ça parce qu'il n'y a plus de plaisir, parce qu'ils sont dans une... il y a une notion de performance qui va être là, faut faire telle ou telle pratique, Donc du coup, même les hommes, ils arrivent maintenant, les garçons, à simuler, quand ils trouvent ça pas terrible, ils se disent, voilà. Au lieu de se dire... Et si on essayait de parler, de faire quelque chose ensemble, de construire un rapport sexuel? Non. Eux, ils s'attendent déjà avant de commencer à quelque chose. Donc forcément, il n'y a pas ce résultat n'est pas présent. On interrompt, on simule. Et c'est vrai que de plus en plus de garçons simulent aussi. Et avec le préservatif, c'est assez facile. Il est évident que ce n'est pas forcément facile de parler sexualité avec ses propres enfants. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents, justement? C'est très simple déjà de parler, moi je pense chez vraiment les plus petits, de parler de respect et de leur propre corps. Déjà, les enfants, souvent, quand on est à la maison, ils vont facilement se dénuder, ils vont facilement se balader nus, se toucher, parce qu'ils se touchent, les enfants, ils découvrent leur corps. Peut-être leur expliquer que ça, c'est quelque chose qui leur appartient, qui est de l'intimité, qu'ils peuvent le faire dans leur chambre, et qu'ils n'ont pas à dévoiler comme ça leur corps face aux adultes, et surtout qu'on ne touche pas leur propre corps. Déjà, il y a cette notion où il faut que les enfants, on leur donne la parole sur est-ce qu'on m'a touché ou pas. Et après, c'est très très simple. Il faut répondre aux questions des enfants. On ne va pas trop vite, on va à leur vitesse, dans tous les domaines. Les enfants, à un moment donné, ils nous posent une question sur ça, et ils en parlent sur la sexualité. Mais il faut pas... Moi, j'ai des exemples où vous avez, on va dire, un enfant de 3, 4 ans, et sa maman est enceinte. Donc il peut très bien demander comment le bébé il est rentré, comme il peut ne pas le demander. S'il ne le demande pas, ça sert à quoi d'aller lui expliquer, lui dire il n'est pas prêt? Quand il demande, on peut lui expliquer. Et il y a des super livres. Il y a des livres, par exemple, Polo le spermatozoïde, c'est super. Pour expliquer à des enfants comment on va faire... c'est une histoire extraordinaire, parce qu'on voit Polo qui part du sexe de l'homme, etc., qui remonte, qui féconde l'ovule, c'est super. Il y a plein de choses comme ça, il faut rester simple. Par contre, l'enfant n'a pas posé la question, et comment il sort? Donc, n'allez pas plus loin. On s'arrête là. Le jour où il dit comment il est sorti, il est prêt à entendre. En fait, il faut respecter la vitesse des enfants. Par contre, il faut quand même assez tôt leur expliquer que leur corps leur appartient. Et qu'on n'a pas à y toucher. Voilà. Parce que souvent, c'est vrai, on entend des trucs, on dit, les parents, souvent aux enfants, tu écoutes ce que l'adulte te dit. On fait toujours ce que l'adulte dit. L'adulte, en général, sauf qu'il y a des adultes, ils ne sont pas très bienveillants envers les enfants. Le problème, c'est qu'on ancre ça dans leur tête. Donc quand on arrive face à des gens qui sont pédophiles, l'enfant... il se plie. Donc il faut faire attention à ce qu'on peut dire à l'enfant, mais il faut vraiment apprendre aux enfants à leur corps leur appartient. Une autre remarque, vous avez beaucoup parlé de sexualité hétérosexuelle. Moi, j'ai pas mal de consultations aussi de personnes homosexuelles et hommes. Et ce que vous dites, c'est exactement la même chose dans cette population-là. Ils ont été aussi éduqués à la pornographie et ils rencontrent les mêmes problèmes, me semble-t-il, dans leur couple homosexuel parce qu'ils sont aussi empreints d'angoisse de performance, etc. Ah oui, on retrouve ça de toute façon là. Il n'y a pas de norme parce que si on regarde aussi les pornos homosexuels, ils sont violents.
Ils ne sont pas respectueux du tout. Donc l'un des deux hommes, au moment, va faire la soumission, pardon, va être dans une position de soumission et l'autre de dominateur. Après, ils peuvent changer. Hein. Des fois, on le voit. Mais sinon, c'est violent encore. C'est dégradant. Une personne qui est soumise, l'autre qui... Donc on est dans la même vision des choses, même chez les femmes. C'est pas respectueux, c'est pas quelque chose où on pourrait se dire c'est beau, c'est de la tendresse. Non, c'est pas de la, faut dire de la vulgarité, après c'est un jugement là, mais je veux dire c'est violent quand même, c'est de la sexualité où on doit montrer une certaine soumission, une certaine domination, une certaine violence, et pas forcément un respect du partenaire, que l'on soit dans des couples hétérosexuels ou homosexuels. Justement, vous ne pensez pas que l'éducation à la sexualité est un peu trop hétéronormée en fait actuellement, et qu'en fait un jeune qui commence à sentir une orientation sexuelle, notamment une attirance pour le même sexe que lui, est-ce qu'il n'est pas perturbé justement parce qu'on lui présente quelque chose de trop hétéronormé? Et justement, le fait d'aller dans le porno, peut-être que c'est un échappatoire ou une recherche de quelque chose qui ne lui est pas expliqué ou qui n'est pas pris en compte au moment de l'éducation. Enfin, je vous demande de valider si c'est votre... Complètement, moi je suis entièrement d'accord avec vous, parce que de toute façon, pourquoi on a une vision hétérosexuelle? On aborde la sexualité à l'école par quoi? Par la procréation. Donc forcément, on parle d'abord de rapports hétérosexuels. L'ambivalence sexuelle que les adolescents ressentent, on n'en parle jamais. On n'en parle pas, on ne le présente pas. Donc si on est dans une famille avec une ouverture d'esprit, qu'on n'a pas forcément des discours très durs sur l'homosexualité, certains jeunes acceptent cette vision de se dire je suis attiré également aussi par le corps de l'homme quand c'est un garçon, et puis la femme, etc. Se cherchent, parce que les adolescents ils se cherchent. Mais bien sûr qu'ils vont sur les sites à caractère pornographique. On a même homosexuels, je veux dire, parce qu'on a même des enquêtes qui montrent bien que régulièrement des hétérosexuels vont consommer des sites homosexuels, et ils se disent entièrement hétérosexuels, parce qu'il faut être dans une case. Nous, on aime les cases. Hétéro, homo, bisexuel. Oh bah alors je ne parle pas de toutes les autres orientations, mais c'est les trois qui ressortent chez nous, et il faut quand même qu'on soit dans une case. C'est compliqué de se dire, j'ai une curiosité et je pourrais peut-être tester, voir où ça me mène, ça me plaît pas, etc. Je découvre. Mais oui, on a du mal, parce que dès le peu d'éducation à la sexualité que l'on fait, bien sûr qu'on a une vision très hétérosexuelle de la sexualité, parce qu'on l'attaque systématiquement par la procréation. Et le fait aussi qu'on n'introduise pas la notion de plaisir, et qu'on soit plutôt dans ce qu'il ne faut pas faire ou les risques de la sexualité, notamment les risques infectieux. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, quand on voit beaucoup quand même de cours quand même sur la sexualité où on montre en fait qu'il faut mettre un préservatif, parce que sinon VIH ou autre IST, donc danger, la sexualité, quand même on aborde la sexualité d'un point de vue assez négatif avec les jeunes. Et puis les filles, une petite pilule, ça évite quand même une grossesse, hein. Donc c'est bien de mettre la pilule très tôt. On n'aborde pas les notions de respect, on n'aborde pas le partage, on n'aborde pas la communication, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais la communication elle est centrale dans un couple pour entamer des rapports sexuels. On va dire souvent aux jeunes filles, vous savez, il y a l'hymen qui va se déchirer au premier rapport sexuel. Ça doit être une violence, ça, quand on se prend ça dans la tête en disant mais je vais avoir mal, ça va saigner, qu'est-ce qui va se passer? C'est négatif, je trouve, cette vision que l'on a. Alors que pourquoi déjà il devrait y avoir une pénétration lors des premiers rapports sexuels? Pourquoi on n'explique pas? Moi, c'est ce que je dis des fois dans des topos ou dans les cours que je peux faire. Je dis si je devais demander à quelqu'un, enfin à tout le monde, à quel âge on a eu son premier rapport sexuel, tout le monde pensera à la première pénétration. Pas aux premières émotions, pas aux premiers plaisirs, pas aux premiers orgasmes, alors qu'on les a eus. Et j'espère, mais c'est pas chez tout le monde, mais bien avant le premier rapport sexuel à deux, et tout ça, et même les caresses qu'on peut avoir, les séances de masturbation qu'on peut avoir à deux, tout ça, c'est de la sexualité. Si les jeunes commençaient une sexualité en douceur, à se retrouver, à prendre leur temps de se déshabiller, à se caresser, à se masturber, enfin beaucoup de choses. Avant d'avoir cette pénétration, il y aurait déjà des premières fois qui seraient bien plus sympas que ce que l'on a, parce que tout le monde est stressé au premier rapport sexuel. Hein. Tout le monde est comme ça trempe de partout, il faut que tout le monde assure.
Forcément, c'est pas très très plaisant, c'est des fois douloureux. Et on a des premières fois qui se passent très très mal. Il y a des premières fois qui se passent super bien, heureusement. Mais on a ça. Mais je pense que c'est tout ce que vous dites, tout ça, c'est vraiment mal abordé. Je pense qu'on n'aborde pas de la bonne façon de la sexualité. C'est soit on veut faire peur aux gens, soit on est sur de la procréation, donc sur la norme de l'hétérosexualité, et on n'est pas dans quelque chose de s'écouter déjà. Parce que quand les jeunes arrivent, tant qu'on n'a pas 17 ans, ça va. Quand on nous dit que c'est 17 ans, l'âge du premier rapport sexuel, 18 ans, qu'est-ce que tu fous? T'es en retard. Donc voilà, tant qu'on n'a pas 17, ça va. Puis après, tout d'un coup, on stresse. Alors en ce moment, j'ai un jeune, il a 23 ans, c'est sa plus grande angoisse. Hein, parce qu'il ment à tout le monde. Il fait croire qu'il a déjà eu des rapports sexuels. Alors que dans les pays du Nord, notamment la Suède, Norvège, ces pays où en fait on fait de l'éducation à la sexualité, et bien en fait on voit que les premiers rapports sont plus tardifs en fait, parce que les jeunes se respectent mieux et puis s'écoutent et se connaissent, voilà. Donc en fait ça montre bien que l'éducation permet, voilà, contrairement à ce que certains pourraient dire, si on leur parle de ça, ils vont peut-être avoir des rapports plus tôt, et bien en fait non. Non, et c'est tout cet accompagnement qui fait que, voilà, on peut, les personnes vont entrer dans la sexualité et sans tout, parfois, on peut dire qu'il y a aussi de la brutalité, il y a, voilà, des relations non consenties au premier rapport. Hein, donc complètement. Et même, on va même un petit peu aller plus loin, c'est-à-dire que quand on voit ou on entend des discours de personnes qui me disent, ils disent, moi, j'ai des jeunes qui me disent, moi, c'est simple, quand j'ai eu 15 ans. Un matin, je me suis levé, à côté de mon bol, il y avait une boîte de préservatifs. C'est-à-dire que là, les parents actent que tu es un homme, mon fils. Tu peux avoir des rapports sexuels. Il n'en était pas du tout question pour lui. Il avait 15 ans, mais alors il était plus dans les jeux vidéo. Mais le stress que ça lui a mis de voir... Jamais ses parents lui ont parlé de sexualité. Il se réveille un matin, il y a une boîte de préservatifs. Ou c'est comme... je vais t'emmener, jeune fille, je vais t'emmener mettre la pilule, hein, comme ça au moins tu tomberas pas enceinte. Oh, c'est violent quand même si on n'aborde pas du tout la sexualité avec ses enfants. Arriver à l'adolescence, et ça veut dire quoi? Faut acter. Là, on est en train d'acter, de dire maintenant tu peux. Là, tu prends la pilule, tu es une femme. Maintenant, tu peux y aller, fonce. En gros, c'est ce qui est dit à travers des actes comme ça. Et donc, c'est aucune préparation. Donc, en fait, des fois, même dans ce qu'on fait, on est en train de les pousser à avoir des rapports sexuels assez tôt. Parce que si un jeune a envie d'avoir un rapport sexuel et qu'il n'est pas capable d'aller s'acheter lui-même ses préservatifs, que ce soit des filles ou des garçons, c'est peut-être qu'ils ne sont pas prêts à avoir des rapports vraiment sexuels. Ils ne sont pas prêts à partager quelque chose si déjà ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de se dire, tiens, il va nous falloir des préservatifs, donc je vais aller en acheter au cas où ça nous arrive, et de prendre son temps. C'est pour ça qu'on a plein de rapports sexuels qui sont faits à la va-vite, et puis le c'est fait, quoi. C'est fait. Voilà, c'est bon. On passe à autre chose. Et ça, c'est compliqué, mais parce que oui, il manque... L'éducation n'accélère pas les choses, au contraire. L'éducation, c'est le seul domaine, nous en France, je pense que c'est le seul domaine dans lequel on n'a pas vraiment d'éducation. On nous apprend absolument tout. Marcher, parler, manger, tenir à table, enfin tous nos métiers, on a tous des formations, on exerce avec des diplômes. Tous les domaines de la vie passent par une éducation ou une formation, sauf celui-là. Donc la formation, les jeunes, ils la trouvent, la pornographie. Ils la cherchent, donc ils la trouvent. Et ils la cherchent vraiment de plus en plus tôt. Parce qu'ils entendent le grand frère, parce qu'ils surprennent quelque chose, parce que des fois c'est les parents, ils surprennent des vidéos, bon maintenant beaucoup moins qu'avant, parce qu'il n'y a plus trop de vidéos, mais sur Internet, où ils surprennent les parents en train de regarder un porno, de se masturber, quoi que ce soit, ils découvrent, donc ils cherchent. Donc, ils veulent de l'éducation, eux ils la veulent. Donc ils la trouvent dans ce qu'ils peuvent, et c'est Internet. Donc à nous de leur donner, à nous de leur apporter, finalement, ça serait la conclusion de cette conférence. Exactement, oui, je pense que là c'est notre devoir de vraiment installer ça, mais assez tôt à l'école. Je pense que là vraiment l'école, il n'y a pas mieux que, faudrait qu'on puisse vraiment intervenir. Et c'est vrai que c'est peut-être trop demandé de mettre cette pression-là à des enseignants qui n'ont pas été formés. Et ça, je comprends. Je conçois vraiment qu'il y ait des enseignants qui disent «
qu'est-ce que je leur dis, hein? Mais peut-être que de faire appel à nous qui sommes dans le milieu et de pouvoir les aider, de les accompagner pour les éduquer. On est tout à fait d'accord avec vous ici présents, et je pense que derrière leurs écrans, voilà, on n'a pas les réactions des personnes derrière leurs écrans, mais je pense que tout le monde a apprécié votre conférence. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien Landry. On est juste limite sur l'horaire. S'il y a encore des questions, le streaming ne s'arrête pas, donc si vous souhaitez poser encore une ou deux questions, c'est possible. On va vous remercier encore de cette conférence qui a vraiment été, je pense, très appréciée. On a hâte que votre livre sorte, comme ça on aura une base écrite. Je tiens à dire que voilà, les conférences ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Donc on vous donne rendez-vous, le streaming reprendra un peu avant 14h. Pour une intervention du CIDFF avec Madame Fabienne Linard et Madame Julie Chabrol, donc ils vont vous parler des violences sexistes et sexuelles. De quoi parle-t-on et que dit la loi? Donc ça rentre bien dans le thème et on continue sur le même thème en fait avec les limites juridiques. Voilà. Et puis, le streaming ne s'arrêtera pas à 15h, puisque vous pourrez entendre Véronique Agrapard à 15h15, de 15h15 à 16h15, voilà, qui est sexologue et qui va vous faire une conférence sur comment parler de la sexualité et de l'intimité. Y a-t-il un âge pour parler de la sexualité? Donc la boucle sera bouclée avec ce matin. Donc voilà, une superbe après-midi qui vous attend. Et on vous espère nombreux encore. On sait qu'il y a pas mal de monde qui se sont connectés. Hein, plus de 140 personnes, je crois, étaient avec nous ce matin. Donc voilà, donc restez encore à l'écoute. Et puis à partir de 14h, un petit peu avant, il faut vous connecter. Il ne faut pas hésiter à rafraîchir votre connexion si jamais vous quittez la connexion parce que vous vous êtes connecté trop tôt. Et puis je voulais aussi vous dire que toutes les conférences seront retransmises sur la chaîne YouTube de l'hôpital, donc du centre hospitalier Vendée. Vous aurez, toutes les personnes qui se sont inscrites auront un code d'accès et vous pourrez retrouver toute la journée. Pour toutes les personnes qui ne pourront assister que le matin, l'après-midi ou qui n'étaient pas là aujourd'hui, elles pourront tout revoir sur Internet. Donc il n'y a pas de souci, à partir de lundi 30 novembre, tout sera sur la chaîne YouTube du CHD Vendée. Voilà, je vous souhaite un bon appétit puisque bientôt ce sera l'heure d'aller manger. Et on vous retrouve cet après-midi. Merci à tous. Au revoir. On voudrait faire un tournoi de foot avec les potes de mon quartier, mais on sait pas comment s'organiser. On a posté des photos de moi sur Facebook après une soirée arrosée. Je fais comment pour les enlever? Mes parents sont en train de se séparer, c'est devenu invivable à la maison. Ça s'est passé trop vite. On a oublié de se protéger. Qu'est-ce que je dois faire? Quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions et on passe beaucoup de temps sur Internet. Ça c'est sûr. 80% des 11-17 ans vont sur Internet au moins une fois par jour, sans parler des réseaux sociaux. Près de 78% des 13-19 ans possèdent un compte Facebook. Le web c'est super, mais il comporte aussi des risques. Pas question qu'il soit déserté par les adultes. C'est pour ça qu'il existe une initiative importée de Suède, les promeneurs du net. Le projet est soutenu par les CAF et leurs partenaires, comme la Mutualité sociale agricole, les directions départementales de la cohésion sociale et les conseils départementaux. Concrètement, les promeneurs sont des professionnels de la jeunesse présents sur Internet, en plus du travail qu'ils accomplissent dans la vie réelle. Aujourd'hui, être présent dans la rue, ça ne suffit plus. Les promeneurs du net proposent aux jeunes d'être amis sur les réseaux sociaux. Cela leur permet de maintenir un lien avec eux. En allant à leur rencontre sur Internet, les promeneurs jouent un rôle d'écoute, de prévention, de conseil et d'accompagnement. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'action sociale des CAF, dont l'objectif est de maintenir et de renforcer les liens familiaux et de contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes. Sur le web, les promeneurs sont partout. Blogs, chats, forums, réseaux sociaux, ils peuvent laisser des commentaires, échanger des messages privés ou répondre aux sollicitations. Ils effectuent aussi des permanences en ligne sur des créneaux horaires précis. Ils travaillent à visage découvert. Chacun d'entre eux est clairement identifié comme professionnel sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de créer une relation de confiance avec les jeunes, de façon individuelle ou collective. Tous les échanges sont strictement confidentiels. D'ailleurs, comme tout groupe professionnel, les promeneurs du net ont des valeurs communes inscrites dans une charte nationale. Cela commence par le respect des valeurs de la République. Les réseaux départementaux des promeneurs du net organisent régulièrement des réunions de partage, de formation et d'échange d'expériences et de pratiques. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette démarche sur le site
lespromeneursdunet.fr. Le site s'adresse à tous, professionnels, parents, jeunes, partenaires. Il propose notamment l'annuaire de tous les promeneurs des différents départements et le nom des structures dans lesquelles ils sont engagés. Les promeneurs du net, une autre manière d'être en contact avec les jeunes.